Salut à tous Eh ben si, j'ai fini mon café, regarde. J'ai fini mon café, espèce de connard Médisant du chat, regardez, plus de café. J'en avais fait un petit, ce qui fait que je l'ai pu finir plus vite, tu vois. Ouais, je me suis pas fait avoir, hein, pour une fois. Pour une fois. Alors, j'en ai bu un, ouais. C'est pas vos oignons, de toute façon, de comment je bois mon café. Bon, j'ai tellement de photos ce soir. Oh là 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 là. C'est une star ce soir, c'est une star un peu méconnue. Mais je vais essayer de la remettre à son importance. Quoi le son? Mais toi, à chaque fois tu me dis le son, tu me le redis encore une fois en début de stream, je te banne. Tu m'entends? Le son est bon, bien sûr que le son est bon. Faut pas faire de blagues sur le son, parce que moi après je vais voir tous mes réglages et tout. Du con va. Le A7V a-t-il déjà demandé? Quelqu'un peut-il répondre à Christophe? Quelqu'un peut-il lui répondre? Le A7V a-t-il déjà été demandé? Oh, Stéphane! Le M3 Grand déjà fait, Christophe. Le A7V a été fait il y a très longtemps. Va voir, Wartanks, A7V, déjà fait. Vous vous rendez compte, les gens commencent à demander des tanks qui ont déjà été faits. Mission accomplie. Alors Stéphane, tu veux que j'avance ton affreux M3? Je vais devoir le faire, le M3 aussi, hein. C'est un gros machin, hein. Je vais pas pouvoir y passer. Ouais, plus, Ligrand. Hop là. Hop. Donc ouais, un joli petit véhicule ce soir. Autant pour moi, mais t'inquiète. Tu sais, c'est normal, hein, maintenant, on a quand même... on en a fait beaucoup de tanks et d'avions, hein. C'est normal de peut-être plus rappeler ce que j'ai fait il y a 3 ans. Même moi, j'oublie. Des fois, je me fais avoir, je refais un Wartank que j'ai déjà fait il y a 3 ans, et je me dis, mais attends, je fais de la merde, là. Oh, Morgane, fais péter les subs aussi. Oh là 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 là. La valse des subs. Bientôt à ce poste. Mais j'en fais un peu d'après la Seconde Guerre mondiale, hein. J'ai fait le MiG-15, j'ai fait le MiG-17, j'ai fait le B-52, SR-71. On commence en... Et la semaine prochaine, hors série, Galpin me casse les couilles avec ça. Hors série sur les as de la Première Guerre mondiale. Voilà, on cassera quelques mythes au passage. Notre épisode de Ring of Power. Il arrive! Là, il faut que je finisse avant décembre. Je me suis dit, Pépé, tu finis ça avant décembre. Donc vous aurez les 3 épisodes... J'ai pas le choix. Là, je m'impose ça. Mon challenge de fin d'année, il faut que je m'en débarrasse. Voilà. Sinon, ça va trop traîner et je suis un roi de la procrastination. Bon, écoutez, promesses de politicien. Bah ouais, et alors? Les promesses n'engagent que ceux qui sont assez cons pour les croire, monsieur Iriki. Regarde, tu penses même que Pharaon est un bon jeu. Alors écoute, t'es assez naïf, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être que tu goberas mes conneries. Et on a le droit de tirer un peu à balles réelles aussi, bordel. Bon écoutez, on n'est pas là pour se moquer de monsieur Iriki, même s'il a pas tort. Merde. Ah, j'ai déjà spoil. Regardez-moi ça. Un beau joujou. Alors... Est-ce que ce véhicule est connu? En dehors des joueurs de War Thunder, ce qu'on appelle vulgairement le 2-2-2. Colinus, tu peux remonter le type 1 OA. Qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Le type 1 OA, Colinus. Déjà, rien qu'avec un nom comme ça, comment tu veux que je m'en souvienne? Type 1 OA, il est là. Hop, tu l'as déjà demandé en plus en augmentation. Tu vois, je garde tout. Hein. Voilà, tiens, Char Tigre, ça a été fait ça, cette connerie là. Hop, voilà. La MC35, je crois que je l'ai aussi fait, ça. Il y a plein de trucs en doublette, il faudrait que je fasse le ménage dans mes listes, mais c'est comme les écuries d'OGA, vous voyez, hein. Voilà, découvert grâce à War Thunder. Sur un Heart of Iron, donc, ouais, hors jeu, c'est vrai que c'est pas un véhicule connu. Regardez-le, sa gueule, bon, ça paye pas de mine quand on le voit comme ça. Donc c'est vrai que la propagande allemande, généralement, il a été construit en série. Non mais t'es sérieux là, ils en ont fait 2500. Ce véhicule, c'est la colonne vertébrale de la reconnaissance dans les Panzer Division. Jusqu'en 1944. Oui, il a été construit en série. Construit de 1935 à 1944. Ce véhicule est une légende, les mecs. Mais parfois, il y a des véhicules qui passent un peu sous les radars. Donc ce véhicule est extrêmement important. Il a eu une carrière assez folle, malgré bon... la cage à oiseaux. Ah, bien la petite cage à oiseaux, hein. Ça permet d'éviter, ça fait ricocher les grenades plutôt que ça tombe dans ta baignoire. Merci pour les bits, mec. Donc ouais, c'est un véhicule important pour les Allemands, pas très connu. Déjà parce que les propagandistes... Je vais reparler de comment opèrent ces véhicules.
Mais quand vous êtes un propagandiste de guerre, si vous allez voir ces véhicules, il y a des Panzer pas loin. Vous préférez photographier quoi? Les Panzer 4? Les beaux Panzer 4 et les tankistes éphèbes avec de l'huile sur corps? Ou alors ces espèces de machins? Vous prenez les Panzer. C'est inspiré du Panhard. Tu vas voir que ces deux véhicules similaires, ils n'ont rien à voir, mais ils se ressemblent parce qu'ils ont les mêmes missions. On va reparler du Panhard, justement. C'est quoi? On va en parler tout à la fin. On va en reparler. Mais très bien que tu notes la preuve que c'est bien. Le chat, voilà. Bah oui, quand vous avez des panthères en 43 et ça, vous allez photographier les chars panthères. Donc ouais, ce véhicule est important. Ça va être un véhicule qui va avoir presque 10 ans de service. Il y en aura encore en 45. Il paye pas de mine, mais il va être remplacé par des véhicules plus modernes. Mais comme les Allemands avaient désespérément besoin de véhicules, peut-être qu'ils vont le garder en service bien plus longtemps que ce qu'ils auraient dû. Et malgré cela, ça reste un petit véhicule très efficace. Donc ouais, c'est un véhicule de reconnaissance. C'est un véhicule de reconnaissance, de transmission. Ça va devenir un Befehlpanzer, un petit véhicule de commandement, de déplacement rapide. C'est une bonne à tout faire, qui va rendre énormément de service dans les divisions de tanks, dans les Panzer divisions. Et c'est vrai que on va essayer de retracer un petit peu le chemin, parce que c'est un véhicule 4 roues motrices et tout. Hein. C'est un superbe petit design. Voilà. Le souffle des mines. Ouais, je sais pas. Hein. C'est une bonne question. C'est du papier le machin. Hein. C'est pas des véhicules très blindés. Les Allemands d'ailleurs, les équipages allemands lui reprocheront ça. C'est un petit véhicule à l'intérieur, on est très serré. Même si on est que 3 membres d'équipage. Manque de blindage et tout, sachant qu'en Corée, on s'en fout, on n'est pas là pour... Putain. On n'est pas là pour parler de la Corée. Incroyable. Comment font les gens pour être autant hors sujet? Ils débarquent en plein wartime sur un véhicule de la Seconde Guerre mondiale, ils viennent me faire chier avec la Corée. Il est pas le premier, hein. J'en ai vu 3-4 déjà. Généralement, je relève pas, parce que je m'en fous. Bon, on va repartir un petit peu sur l'historique de ce que les Allemands ont comme... Comme je dis, pour nous, c'est logique de voir ces véhicules-là. Des véhicules 4 roues motrices, voilà. Mais c'est des choses, dans les années 20-30, qui sortent d'un peu de nulle part. Ça sort tout droit de la fin de la Première Guerre mondiale. La fin de la Première Guerre mondiale, on a les mêmes... Pendant la Première Guerre mondiale, on a des automitrailleuses. Oh, Crassus Crassus qui somme, quel champion. Avec un nom comme ça, de toute façon, vous pouvez être qu'un champion. Merci, Maka. Donc ouais... Regardez ça. Ça, c'est pour la police allemande en 1928. C'est sorti tout droit de la fin de la Première Guerre mondiale. Ça a été modifié pour la police. Donc, c'est les premières automitrailleuses allemandes. N'oubliez pas que les Allemands ont fait leur motorisation, mécanisation à la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, ils sont totalement en retard par rapport à l'entente en termes de tanks, en termes de vision de ce qu'est la mécanisation. Et les Allemands vont prendre le train très en retard. Boum, il y a le traité de Versailles. Ils vont se prendre le traité de Versailles dans la gueule en plus, qui va totalement limiter leur développement. Et ça, c'est en 1928. Ça, c'est l'élite de ce qu'ont les Allemands. Et c'est chez les Schupo, donc Schutzpolizei, c'est la police allemande qui a ces espèces d'engins. Ce look Mad Max, mais ouais, mais ça, c'est voilà, vous vous rendez compte? On est déjà... Dans 10 ans, les mecs, c'est la Seconde Guerre mondiale. Dans 10 ans, regardez un peu ce qu'ils ont en 28. Et au début, avec l'arrivée des nazis au pouvoir, toutes les barrières du traité de Versailles vont sauter. Et on va avoir aussi une nouvelle génération d'officiers allemands avec Guderian, qui vont commencer à dire il faut qu'on innove, même au niveau des véhicules. Et c'est vrai qu'on va avoir des premiers modèles intéressants qui vont arriver au printemps 33. Ça... Crafts 13 et la Crafts 14. Donc c'est un modèle civil qui a été militarisé, pardon. Donc voilà, ça c'est les premières petites voitures allemandes de combat qui ont vocation à être des blindés, vous pouvez voir. Mais il y a une idée, c'est plus des automitrailleuses blindées, mais des véhicules mobiles. Pour faire de la reconnaissance. Donc ça, mais c'est un véhicule civil qui a été modifié. Rigolez pas. Les Crafts 13 et 14, on les retrouvera jusqu'en 42 en Union soviétique.
Les Allemands avaient désespérément besoin de véhicules, et tant que ça roule, on les garde. Les Allemands vont les garder très, très, très longtemps en service. L'ancêtre de la Jeep, ouais. Alors, c'est encore un rôle différent, parce que la Jeep est un véhicule vraiment utilitaire. Ça, c'est quand même blindé, c'est fait pour résister à des petits projectiles. La Jeep a absolument aucun blindage. Et là, il y a quand même il y a une MG34 et tout dessus. Donc ouais, matez-moi un petit peu ces engins. Donc ça, c'est vraiment les premiers véhicules allemands, réfléchis comme des véhicules potentiellement de reconnaissance pour aller chercher l'info, mais aussi des véhicules utilitaires au sein des formations mobiles allemandes. On a même la version, la Krafts 14. Regardez, vous voyez le carré, ça c'est des radios qu'on va beaucoup voir ce soir. Rappelez-vous que ce sont des véhicules, au fur et à mesure qu'on a l'intégration dans des formations mobiles, les Allemands vont comprendre très tôt l'importance de la radio, et il faut avoir des radios, ne serait-ce que pour faire de l'interarme. Parler entre les formations, au sein des formations, mais aussi avec de l'artillerie divisionnaire, voire même avec l'aviation. On verra plus tard qu'on a des radios spécialisées, des modèles spécialisés pour la communication interarmée, pour coordonner, par exemple, vous avez besoin de Stuka, pour guider les Stuka sur la cible, ou marquer la cible. Et là, vous avez ces espèces de véhicules de 1933, qui sont quand même des beaux joujoux, hein. Bon, les pneus, la Rasputitsa et tout, voilà. Comme véhicule de commandement, absolument. Généralement, quand tu vois une antenne comme ça, il y a une probabilité non négligeable que ce soit ce qu'on appellerait une Befehlwagen, une voiture de commandement, à défaut d'avoir des Befehlpanzer. Donc ouais, voilà les premières tentatives, les premiers véhicules allemands, les voiturettes tout-terrain, blindées, qui sont là pour faire de la reconnaissance, de la communication radio. Donc c'est encore des véhicules civils militarisés. Et les Allemands vont pas être contents de ce véhicule. Même s'ils vont le garder très longtemps, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont pas être très contents, ils vont en tirer beaucoup de leçons, surtout sur le manque de mobilité, c'est de la deux roues motrices et tout ça. C'est pas pratique. C'est pas pratique, surtout sur du terrain un peu difficile. Et ils vont commencer à bosser en 35 sur un nouveau proto. Un proto assez beaucoup plus moderne en termes de mobilité. Un vrai 4 roues motrices puissant. Un petit véhicule avec du punch mobile. Une des conditions, c'est que le véhicule soit simple. Mais généralement, les véhicules 4 roues motrices, par nature, sont compliqués à produire. Et ce véhicule aura quelques faiblesses. Une des faiblesses, c'est qu'il était compliqué à produire. De par son design initial. Donc les Allemands vont se planter là-dessus, mais ils vont être capables de faire un design très intéressant. Vraiment qui est tout ce qu'ils ont appris, tous les défauts des véhicules précédents. Ils vont essayer de résoudre cela. Là, vous avez le proto. Alors à l'époque, il s'appelle encore Einheitsfahrgestell 1. Voilà. Regardez. Ça, c'est le véhicule qu'on va voir ce soir. C'est le châssis qui est testé. Donc déjà, c'est un véhicule qui est... On est en 1935, hein. C'est un véhicule qui est incroyablement mobile, rapide. C'est pas beau. Il a pas vocal... C'est pas un défilé de mode, mec, ok? L'important, c'est qu'il soit utile. Tu trouves que ça, c'est beau? Hein? Tu trouves que c'est beau, ça? Mais non, c'est pas beau. L'important, c'est que le design soit efficace. Donc ouais, ça va être... Ils vont tester leur technologie sur... ça fait bagnole de plage complètement, hein. Complètement, mais c'est le design... Ils ont testé le châssis comme ça. Et après, ils ont rapidement, voilà, fait évoluer le châssis. Donc là, c'est le proto. Tourelle, MG34. La MG peut être mise à l'intérieur, elle peut être sortie. Et on a déjà le design. Donc, on retrouve un petit peu, regardez, la Krafts. Vous voyez, mais c'est bien plus moderne. Ça a une gueule de Humvee. Non. Non. Ça aurait une gueule de Humber anglais, mais tous ces véhicules sont issus de la même pensée. Les Humber anglais, le Pandar 178, ils sont issus de la même pensée, de la même vision au même moment, de donner des yeux et de la mobilité aux formations mécanisées. Et tous les ingénieurs de tous les pays vont arriver aux mêmes conclusions et vont faire des designs similaires. Voilà. Et vous allez avoir donc ces véhicules qui vont commencer à partir de 37 à être mis en série. Donc ce sont des... là, je vous mets les photos d'avant-guerre. Et vous voyez que c'est des tankistes qu'il y a dedans.
Plus tard, vous verrez, ce ne sont pas des tankistes, ce sont généralement des soldats de Panzer Division, ce ne sont pas des tankistes. Mais là, on voit que c'est encore des tankistes à l'époque, avec le béret. Ce béret disparaîtra en 39, après la campagne de Pologne. Voilà. On trouve plein de jolis... avec les bons vieux bérets, absolument. Donc j'ai quelques jolies photos d'avant-guerre. Donc ça, c'est souvent pris, je pense, pendant la guerre. Mais j'ai trouvé la photo incroyable. Comme je vous dis, les Allemands vont apprendre. Ils vont les utiliser comme des chars pendant un temps pour entraîner l'infanterie et tout ça. Ça va être un de leurs premiers véhicules disponibles en grand nombre avec les Panzer 1 qui arriveront même encore un peu après. Et voilà. L'Autriche peut-être, hein. Je pense pas que c'est l'Autriche parce que, regardez. Devrait y avoir un tankiste. Si on était à l'époque de l'Anschluss, en 38, ce serait un tankiste qui aurait dedans. Ce qui me fait dire qu'on est peut-être en 40. C'est le fait que on a des soldats allemands dedans. On a des soldats allemands en uniforme régulier. Voilà. Pourquoi ils ont abandonné le... Là, vous voyez que c'est un 2-2-2 qu'il y a. Hop là. Donc ouais, d'ailleurs, on parlait de l'Anschluss. Regardez. Ça, c'est pris par en l'Anschluss. L'Anschluss qui va être une bonne occasion pour les Allemands de faire une répétition complète de leur division motorisée et mécanisée. Ça va très mal se passer. Ils vont beaucoup apprendre sur la logistique et le ravitaillement en essence. Vous imaginez pas à quel point l'Anschluss va être un casse-tête pour les Allemands en termes de mettre sur le papier et sur le terrain autant d'unités mobiles et mécanisées. Ça va être une répétition à grande échelle qui va très mal se passer. Mais si les Allemands sont aussi forts en 40, 41, même en 39, c'est aussi qu'ils ont pu tester avant et qu'ils ont beaucoup échoué. Donc là, regardez, on a des... Vous voyez les deux modèles différents? Donc déjà là, dès 38, on commence à avoir les modèles et les sous-modèles qui apparaissent. Avec là, on a l'AMG 34. Et là, on aurait un 2-2-2. Hop là. C'est en Espagne? Ouais, peut-être en Espagne. Hein. Attendez, on va remettre la photo. Regardez le drapeau. C'est pas le drapeau espagnol, ça? Ah, je sais pas. Par quelle entreprise? Aucune idée. Je me rappelle plus des noms de le... Déjà des surblindages à l'avant. En tout cas, c'est un joli véhicule. Et donc ouais, la photo, elle est magnifique, là. On voit déjà les différentes versions. On voit déjà les différentes versions. Alors ça, c'est pas un SA. Ça, mon petit gars, c'est un garde-frontière autrichien. On est à la frontière. Là, à droite, t'as un garde-frontière allemand, Halt. Et là, à gauche, c'est les gardes-frontières autrichiens qui ouvrent la porte au véhicule allemand. La photo est prise à la frontière. Voilà, tout simplement. De la milice autrichienne. Ouais, milice, garde-frontière. Hop là. Là, pareil, pris à la frontière. Wehrmacht R, il y a déjà la plaque d'immatriculation de l'armée allemande. Zoll, douane. Joli, hein? Et bah, ce véhicule... Alors, à quoi sert ce véhicule? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est pas un tank. On va aller voir... on va aller faire un tour dans les ODB. Ah là là, moi j'adore les ODB. Hein. Voici un ODB d'une Panzer Division de 1939. C'est avant qu'ils coupent en deux chaque Panzer Division pour en faire deux Panzer Division. Dans chaque Panzer Division, vous avez systématiquement... Donc là, vous voyez les Panzer Brigades... Panzer Regiment, Panzer Brigade, vous avez les unités d'infanterie mécanisée, vous avez les détachements anti-chars, l'artillerie, vous avez en jaune ce qu'on appelle un Aufklärung, un Panzer Aufklärung Abteilung, un bataillon de reconnaissance. Forcément, vous devez aller chercher l'information systématiquement quand vous avez des tanks. Les tanks ne se baladent pas tout seuls. En avant du dispositif, vous avez des unités qui vont chercher l'information, vous avez des motocyclistes, vous avez les 222. Donc le véhicule dont on parle ce soir est un véhicule qui opère dans les divisions de Panzer et il est là pour aller chercher l'information. Heavy Motorcyclist Company, c'est les sidecars avec les mitrailleuses et tout, sûrement. Tout simplement. Et les véhicules légers. Moto de place et tout ça, ouais. Donc ouais, on va avoir pas mal de photos de... Donc tous les 99% des véhicules et des photos que vous allez voir ce soir sont issus de bataillons de reconnaissance de Panzer.
D'accord? Il y a quelques rares photos qui ne rentrent pas dans ce moule-là. Mais c'était son boulot. C'était son boulot de 37 à 45. Voilà. Donc voilà, ils sont les yeux des Panzers. On va remonter tout en haut. Voilà. Et on va aller en 1940. Regardez ça. Juste avant la bataille de France. Les lignes sont beaux, hein. Donc là, on voit qu'ils sont tout propres et tout, hein. Ils sont pas encore partis en campagne. Là, ils sont à la revue. Tous bien ouverts, avec la trappe moteur. Ceux qui sont dans l'armée savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. La petite revue. Voilà. Propre, hein. Elles sont belles, les photos couleurs, là. C'est un seul mec qui a fait plein de photos couleurs, là, qui a colorisé plein de photos des 2-2-1. Donc là, avec le modèle... Donc vous avez le 2-2-1, le 2-2-2, le 2-2-3, le 2-6-0. Voilà. Donc dès que vous voyez juste une MG, une tourelle, c'est un 2-2-1. Après, vous verrez le 2-2-2 avec un canon de 20, mais vous verrez qu'il y a plusieurs types de 2-2-1. Il y a des improvisations de terrain. Et après, on a le 2-2-3 qui est encore une autre variante. Mais voilà. Donc ouais, on va le retrouver. Là, regardez, on est sûrement pris peut-être ça pourrait être en Pologne, en 41. Les SS ont aussi des divisions mobiles et mécanisées. Donc là, vous avez un petit 2-2-1 qui est... Est-ce qu'il y en a dans les Schweres-Panzerabteilung? Absolument. Les Schweres-Panzerabteilung ont aussi leur élément de reconnaissance, puisque très souvent, ils sont rattachés directement à des divisions de Panzer. Voilà. Donc là, vous avez des plaques de la Waffen-SS. Donc on est dans une unité mobile de la SS. Et ils ont aussi... vous connaissez ça, la plaque, hein. Si c'est WH, c'est Wehrmacht R. Regardez toutes les plaques qu'on verra ce soir. Vous verrez de la SS et vous verrez de l'armée régulière. De la R, comme on dit. H-E-E-R. La R, c'est l'armée allemande. La Wehrmacht est l'entité qui chapeaute toutes les armes de l'armée allemande. Donc pour parler de l'armée terrestre, on dit la R. Là, pareil. Alors, c'est un véhicule qui est très très léger, hein. Vraiment, il est... Il y avait Galpin qui m'avait demandé, sur Panzerkorps, là, je faisais des batailles en 39, et Galpin m'avait demandé, est-ce que la campagne de Pologne, ça a été une campagne de santé? Est-ce que les Allemands se sont amusés en Pologne? La réponse est non. La campagne de Pologne a été terrible pour les Allemands, parce que ils n'avaient jamais vraiment fait la guerre avant. L'Espagne était une chose, mais ils étaient un petit contingent en Espagne. Jamais les Allemands n'avaient fait la guerre pour de vrai. Et... Septembre 39 a été la découverte que peut-être beaucoup de leurs théories n'étaient pas bonnes, que leur préparation n'était pas bonne, que l'entraînement des soldats n'était pas bon. Et la reconnaissance dans la profondeur, c'est quelque chose de techniquement compliqué. D'apprendre à faire ça. Il faut des soldats expérimentés pour faire de la reconnaissance dans la profondeur, savoir utiliser le terrain, la mobilité, savoir utiliser... C'est très technologique. Vous allez utiliser les radios, les jumelles, les communications... Et les Allemands vont découvrir à quel point c'est compliqué et vont se faire entre autres péter la gueule. Ce véhicule ne va pas du tout aimer les rencontres avec les 7TP, les TKS et compagnie polonais, et ils vont en perdre beaucoup. Ça va être les bataillons de reconnaissance de Panzer vont prendre cher en Pologne parce qu'ils vont être mal utilisés. Les Allemands découvrent comment on utilise la reconnaissance mobile et blindée. Et le malheureux 2-2-1 comme celui-là par exemple, hein, ils vont payer cher, ça. J'ai quelques très jolies photos. Ça, c'est pris en Pologne. Vous noterez que c'est un officier. Donc ça, c'est peut-être un Befehlpanzer. C'est un officier qui conduit, ce qui est plutôt rare. Mais, ça fait un mème, hein. Get in, loser! We are going to Varsovie! Vous avez déjà vu le mème? Monte, espèce de loser, on va à Varsovie! Ça m'a fait penser à ça, le même. Je me suis dit, là, vous pourriez le mettre comme ça, là, sur le côté. C'est quoi ces yeux? C'est un mec qui a conduit dans la poussière. Il a ses lunettes. Et voilà. C'est un mouroir. Mal utilisé, oui. Mal utilisé, oui, absolument. C'est pas un véhicule de combat, hein. Comprenez que c'est un véhicule de reconnaissance. Il est là pour utiliser le terrain, il est là pour utiliser sa vitesse, sa mobilité. Il n'est pas là pour engager l'ennemi. Surtout un ennemi retranché ou avec des armes un peu lourdes. C'est un véhicule très très léger. Hop là, ça pareil. Donc là encore, hein, on reconnaît très intéressant. Déjà on est...
La légende dit que ça appartient à la Livstand d'Arthur Adolf Hitler. Le véhicule. Je suspecte que ça a été gommé par l'auteur pour enlever le SS de la plaque. Vous vous rendez compte? Donc ouais, vous voyez là le tankiste avec son petit béret. Et intéressant, ce véhicule n'appartient pas à un Aufklärung, Abteilung, à un bataillon de reconnaissance. Il appartient à un groupe de ce qui serait des Panzer grenadiers. Ça se voit au carré là. C'est pas le signe de la Roco allemande. On voit juste le carré avec les deux petits trous. Donc ouais, c'est un joli 2-2-1. C'est un beau véhicule, hein, le 2-2-1. Hein. Ils sont à 3 là-dedans. Hein. À 3. Hein. Joli petit joujou. Hein. Là, j'ai un autre 2-2-1 qui appartient à la 7ème Panzer. C'est la division de Rommel. Je sais pas si c'est en France ou pas, il n'y a pas de légende. Et là, vous voyez les tankistes, ils ont plus les bérets, ils sont en casque. Les pauvres tankistes, parfois, on les prenait pour des SS. Et on les exécutait directement alors que les tankistes sont en uniforme noir. Avec en effet parfois des têtes de mort sur les cols. Mais c'est la tête de mort des hussards. Donc là, vous avez des tankistes avec sûrement un officier, qui est un gars là à gauche qui est pas un tankiste. Donc ouais, et Wehrmacht R. Classe. Il paraît tout petit le véhicule est tout petit. C'est un petit véhicule. Un autre qui a été détruit. Avec la MG qui est toujours sortie. Vous voyez comment il s'est fait attraper? Vous voyez les impacts? Hein, lui a dégusté, hein. Comme je vous dis, c'est un véhicule, c'est un 4 roues motrices, absolument. Il a été designé comme un 4 roues motrices mobile et très rapide. Donc ouais, comme je vous dis, c'est un véhicule qui est difficile à utiliser dans sa doctrine. Il faut des soldats expérimentés, patients, pour utiliser ça. Et les équipages vont se plaindre du manque de blindage et du manque de punch. C'est une petite MG là, pour décrocher, c'est pas le top. Donc ouais, les équipages apprécient la mobilité et la vitesse, mais se plaindront toujours du manque de blindage et du manque de puissance de feu. Ça, c'est pris... là, d'un coup, vous voyez, on fait un bond dans la guerre. On est en 1942. On est avec la Viking. On est avec la 5e et 16 Panzer. On voit déjà que la guerre est pas la même. Hein. On voit aux uniformes, il y a un joli petit pack. C'est un pack 38, ça, ouais, c'est du 5 cm juste à côté. Pack 38, on est en 1942. Et on voit que les mecs montent à l'assaut d'un espèce de bled en Russie, là. Et ils sont directement sur le véhicule. Elle est très très belle la photo, hein. Et on va l'envoyer en Afrique. C'est un véhicule qui est taillé pour l'Afrique. Regardez le machin. J'aime l'Afrique. J'aime me battre. J'aime l'Afrique, les gars. PP 2024. On est très loin de Berlin, ce qui fait qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Regardez ce véhicule. Il y a la même chose chez les Anglais, hein. Les casques sont accrochés sur les pare-brises. Il y a des munitions. Il y a de l'essence. La MG34. Il y a les sacs de couchage et les duvets. Les portes ont été... Matez un peu. Et il y a la radio, hein. Vous voyez là le carré? Le carré. Donc ça, c'est une modification de terrain. Où ils ont fixé la radio sur un 2-2-1. Il y a énormément de modifications de terrain qui étaient apportées à cet engin. Il était modifié directement dans les unités, selon comment on en avait besoin. Mais regardez le véhicule. Vous vous rappelez de... Attendez. Non. Quand je vous disais qu'on était à la parade... Voici deux mondes différents. Quand vous êtes à la caserne et qu'on veut que votre véhicule soit nickel en vue de la prochaine manœuvre. Vaito, merci mec. Et voici quand vous êtes en Afrique, quelques années plus tard. C'est le même véhicule. Voilà comment le terrain, vous vous adaptez, vous portez votre maison avec vous, votre bouffe, vos munes, votre bite et votre couteau, et dans le désert ça caille, il faut dormir, donc il faut les sacs de couchage et tout. Deux mondes différents. Mais ça vous montre un petit peu la différence. Hein.
Les Anglais faisaient la même chose, hein. C'est pas propre à l'Africa Corps, hein. Tout le monde vivait comme ça en Afrique, hein. Vous avez les photos en Afrique sont assez incroyables. Hop là. Là, pareil. Encore un petit 2-2-1. Il y a un côté Mad Max, hein. Il y a un côté quad, désert, vous savez, là. Le Dakar, Paris-Dakar. Classe, hein. C'est un très très joli véhicule, hein. Les dingos, les Humber, les pandards chez les Français. Il y avait un coffre. Putain, cette question. J'en sais rien. Je suppose que oui, il y avait bien un coffre pour foutre... pour mettre leurs petites affaires, hein. C'était un 2-2-2. Non. Un 2-2-2 aurait un canon de 20. C'est un 2-2-1, ça. Mais c'est un 2-2-1 modifié, je pense. Et ça, je suspecte que c'est même pas un... Il a été modifié, lui aussi. Sans aucun doute. Tous les véhicules en Afrique sont modifiés. Hop là, là pareil. Un petit 2-2-1 colorisé. Avec les petits bouts de bois. Les petits bouts de bois sur le côté. Ça, c'est pris en 1942 en Union soviétique, hein. Comme je vous dis, c'est très souvent un véhicule de commandement. Bah, il est parfait pour le commandement. Il y a souvent des radios avec. On va verra plus tard, mais il y a même des versions radio spécialisées. Ce qu'on appelle des Funk. Funk, c'est pour transmission en allemand. Pas le pouvoir de la funk, hein. Funk, F-U-N-K. C'est transmission radio en allemand. Donc vous verrez très souvent des officiers et tout ça autour de ces véhicules parce qu'ils sont utilisés comme des Befelwagen. Voilà. Le conducteur est africain. Bah peut-être, hein. Peut-être, hein. Mosidra Power, ah, quelqu'un... Heureusement qu'il y en a qui ont les refs, hein. Une mauvaise colorisation, tout simplement, hein. Ou alors, peut-être qu'il y avait des Africains dans l'armée allemande, hein. Pourquoi pas. Se battre pour le Reich, c'est à la portée de tout le monde, hein. Regardez, ça pareil. C'est un magnifique 2-2-1, modifié, avec une antenne. Vous voyez l'antenne, là? Donc là, on a la petite mitrailleuse. Donc ça, c'est un 2-2-1, sûrement en Union soviétique. Ils me disent que c'est la 7e Panzer, 37e Abteilung de reconnaissance, 37e bataillon de reconnaissance de la 7e Panzer en Union soviétique en 1941. Voilà. Très jolie photo. Donc vous verrez très souvent ces grands carrés autour de ces véhicules. Ce sont des véhicules de... D'ailleurs, je parle souvent, mais il y a les Russes, les Soviets, ont la plus grosse armée blindée du monde à l'époque. Et ça va être une très mauvaise surprise pour les Allemands de tomber sur autant de véhicules blindés. Et les 2-2-1 sont pas à la fête. Les 2-2-1 ne sont pas à la fête avec la quantité de blindés russes. Et forcément, le cri des bataillons de reconnaissance, c'est « donnez-nous de l'anti-tank ». Et on va commencer à avoir des modifications de terrain qui parfois vont se généraliser à des unités entières ou des divisions entières. On va commencer à monter tout ce qu'on trouve. On va récupérer des fusils anti-chars soviétiques, et puis on va les mettre à la place des MG. Donc là, vous avez une MG qui a été sortie de son machin, de son emplacement, et à la place, vous avez un fusil anti-char. Vous avez un fusil anti-char, et vous avez énormément de photos où vous avez sur les 2-2-2 et les 2-2-1, surtout les 2-2-1, qui manquent de punch, des fusils anti-chars que les soldats peuvent prendre pour se battre contre des tanks. Parce que la pauvre mitrailleuse, la pauvre MG34, c'est un peu de la merde, quoi. C'est une mitrailleuse russe. Non, la mitrailleuse est pas russe, par contre, le canon anti-char... Là, le fusil anti-char est soviétique, je pense, peut-être. Ou alors, c'est un Panzer, je me rappelle plus du nom du fusil allemand. Un véhicule de prise, absolument pas. Mais où vous voyez que c'est un véhicule de prise, les mecs, c'est un 2-2-1. Voilà, c'est ça, c'est un solo turm. Ouais, c'est ça. Et... Hop. Là, c'est la même photo. Avec le double emplacement. Vous allez avoir le fusil anti-char avec l'AMG sur le côté. Il a pas de toit. Bah si, il a une petite grille pour se protéger de ce qui pourrait tomber à l'intérieur. D'ailleurs, les Allemands en ont tellement marre. Le véhicule manque de punch. Il manque de protection. Il manque de punch. Ils en ont conscience depuis 1939.
Et ils vont décider d'improviser. Donc c'est une improvisation qui est surtout une improvisation de terrain. Cette version n'a pas de nom. Voici un canon anti-char allemand de 3 cm. Le Panzer Büchse 41 2.8. Bah ils vont se dire, et si on mettait ça, hein, plutôt que de se faire chier avec les roues, on a qu'à le mettre directement dans la tourelle du 2-2-1. Va naître une sous-variante qui n'existe pas du 2-2-1, qui est le 2-2-1 avec le Panzer Büchse 41. Regardez-moi ça, c'est un 2-2-1 avec ce gros machin. Et ça, ils vont les garder jusqu'en 1943. C'est le syndrome du Puma. J'ai vu quelqu'un qui parle du Puma. C'est le même syndrome que le Puma, où la reconnaissance se plaint de ne pas pouvoir se battre contre des véhicules légers. Et ils vont avoir tendance, les Allemands, systématiquement, à mettre des canons sur leurs petits véhicules. Pour compenser. Vous voyez, quand hein, le chat connaît, faut compenser. Hein, la petite taille. Voilà. Donc on met un gros canon. Donc ça, c'est des évolutions de terrain. C'est pas des vraies versions. Mais on a pas mal de photos. Là, pareil. Donc il y a un air de Puma avant l'heure parce que c'est exactement la même maladie que le Puma. Alors ils mettront pas de pack 40 sur les, sur les 221. Voilà. Mais vous aurez dans certaines unités allemandes les 221 qui sont même pas encore des 222 avec ces espèces de canons anti-char. Voilà. Attendez, j'ai encore une autre photo. Donc ça c'est pris en 1943. Donc on est en 43. Hein. Là tout est couvert. Donc là on n'est pas sur le front. Hein, sinon ce serait pas couvert le merdier. Mais ouais. Donc c'est, comme je dis, c'est un véhicule qui va rester en service toute la guerre. On a du mal à imaginer, les chaînes de montage, ils vont les éteindre en 44 parce qu'il y a des meilleurs modèles qui arrivent, les Puma, on a aussi d'autres types de SDKFZ, des dérivés du 250 qui sont spécialisés dans la reconnaissance. Mais on a tellement besoin de véhicules qu'on peut pas les faire railler. Donc on va les garder malgré leur obsolescence. Hop là. Regardez, hey, il est pas fait pour ça, regardez-moi la taille du canon. Voilà. Il est vraiment pas fait pour avoir ce gros machin anti-char. Hein. Mais, bah voilà, on est content de l'avoir quand il faut. Hein. Donc on a aussi... Donc ça c'est... Vous avez vu le 2-2-1 avec juste la MG. Ça c'est du bricolage autour du 2-2-1. Mais les Allemands vont aussi faire un 2-2-2. Ils vont se rendre compte que ça manque de punch. Ils vont mettre un canon de 20 mm en plus de la MG. Donc vous allez avoir une dotation en double tourelle. Regardez, ça c'est pris en Pologne. Là, vous avez un 2-2-2. On voit que ça sort de la caserne. Hein. On est bien loin des véhicules de l'Africa Corps. Hein. Donc là, on est en Pologne en 39. Véhicule de la R. Regardez derrière. Jamais vous verrez les propagandistes de guerre allemands prendre les chevaux et les carrioles. Là, le mec, il a pris le magnifique 2-2-2. Sauf qu'il n'a pas vu que derrière, il prenait au passage toute la colonne allemande à cheval. Moi, j'adore les chevaux. Regardez ça, l'armée allemande, elle est hippomobile en 39, les mecs. C'est 80% de l'armée allemande est à cheval et à pied. Regardez ça. Eh ouais. Donc c'est rare de voir des photos avec des convois entiers de chevaux et tout. Mais là, vous avez un 2-2-2. Donc là, vous avez une des versions upgradées avec le canon de 20 et la MG. Donc vous pouvez pareil les monter ou alors les remettre en affût bas. Pareil, ça c'est pris sur le front de l'Est. C'est avec la 17e Panzer. Donc là, vous avez un Abteilung. Quand je vous parlais de l'Abteilung, là, vous avez une très belle unité. Vous noterez qu'il y a une version qu'on n'a pas encore parlé. Vous la voyez, là, la version un peu particulière avec la radio. Donc on a plein de versions différentes du même véhicule. Donc là, on a un 2-2-2. Là, je suspecte que c'est un 260, qui est un véhicule, qui a un 2-2-2, qui a un 2-2-1 totalement désarmé qui fait uniquement de la transmission interarmes et longue distance. Et vous avez 3 autres derrière qui ont l'air peut-être d'être des 2-2-1, allez savoir. On voit un canon là. Donc ouais, très jolie photo. Donc généralement ces véhicules ne sont jamais seuls, hein. On fait de la reconnaissance en groupe. Pareil. Ça par exemple,
je suspecte que c'est un 260. Donc le 260, c'est quoi? C'est simplement un 2-2-1 qu'on désarme totalement, on enlève la tourelle et on le barde de postes radio de différents modèles. Donc vous avez ces grandes antennes sur les côtés, là, les carrés, mais il y a aussi, on verra plus tard, des antennes dépliables qui peuvent monter à 15 mètres de haut, et vous pouvez faire de la communication interarmes, entre autres de la communication avec les avions et tout ça. Vous noterez d'ailleurs le tank d'ailleurs, c'est pas un P4 ça Donc ouais, c'est normal de voir des tanks à proximité de ces véhicules, vu qu'ils bossent à proximité des tanks. Combien de produits 2500. Au total, ils en ont fait 2500. Ce qui est pas dégueulasse du tout. Plus de 20 000 2500 mecs. Le 222 consomme beaucoup d'essence. Je pense pas, c'est des véhicules qui sont quand même légers. Ils sont faits pour avoir une sacrée endurance. Ouais, peut-être un P3, hein. P3, P4. Faudra aller voir le nombre de galets. Regardez-moi cette photo incroyable. À l'hiver 41. Classe la photo, hein. Et ils sont deux, hein. Il y en a un autre derrière. Là, on voit que les mecs, ils sky les miches, hein. Elle est incroyable, la photo. Et c'est encore une version modifiée du 221. On a l'AMG et le canon anti-char. Et le fusil anti-char, pardon. Elle est incroyable, la photo et la colorisation, hein. Il s'en sort bien sur vous. Tous les véhicules à roues en général n'aiment pas la boue. Les véhicules à roues n'aiment pas la boue, on préfère les chenilles. Mais il a pas l'air dégueulasse en tout cas. Le poids a l'air d'être pas trop mal réparti, il est pas trop lourd non plus. Le camouflage est excellent. Après, il faut se méfier de la colorisation aussi, hein. Regardez, ça c'est un 2-2-2 avec le canon de 20 mm et la mitrailleuse de levée. Donc là déjà dans la version 2-2-2, il y a eu une idée de le 20 mm. Là le canon automatique de 20 mm, c'est une merveille. Avec du 20 mm, vous mangez absolument tout. Il y a un problème avec les Allemands, c'est qu'ils n'ont pas de 12-7. Il y a quelque chose qu'on peut reprocher aux Allemands. À quand une minute géopolitique sur la Syrie? Non, je traite pas le Moyen-Orient ici. Et soyons honnêtes, je m'en fous de la Syrie, putain. Si tu savais comme je m'en branle. Et je peux pas faire une minute géopolitique sur un sujet dont j'ai rien à foutre, malheureusement. Donc ouais, un des problèmes des Allemands, c'est qu'ils n'ont pas de 12-7. Vous voyez, les alliés, la 12-7, encore aujourd'hui, si on a autant de 12-7, c'est que c'est une arme incroyable, la 12-7. Et les Allemands, ils n'ont pas de 12-7. Ce qui fait qu'ils doivent passer de la MG au canon de 20. Et c'est vrai qu'une 12-7 ici aurait été incroyable. Donc là, vous avez les Allemands qui font le choix directement de passer sur le canon de 20. Voilà. Ils ont des canons de 13 mm dans les avions. Ouais, mais les canons de 13 mm, ces calibres très spécifiques, tu les trouves pas modifiés pour l'armée de terre, en fait. Donc ouais, c'est vrai qu'il manque à l'armée allemande une 12-7. Oui, c'est dommage, bien sûr. DMG, j'aime bien un dommage. C'est dommage, ouais. Dommage, ouais, pas assez de dommages. Donc ouais, donc vous verrez le 2-2-2 avec son canon de 20 et sa mitrailleuse. Ça envoie un sacré punch, hein. Regardez encore des photos de l'Africa Corps, ça. Très joli encore, avec le canon de 20 du 2-2-2 en Afrique. On est bien loin de la caserne encore, hein. Voilà, hein. De parler de la... Mais vous me faites chier avec toutes vos élections, là. De la Géorgie, la Moldavie, les dernières élections. Je m'en branle. Je fais les sujets que je veux. On ira traiter des stocks de poissons dans la Baltique, hein. Si on allait traiter des stocks de poissons dans la Baltique. Incroyable. Oh, lui a pris cher, hein. Le 2-2-2, là, il a pris cher. Ils ont même pas enlevé le canon. Donc voilà les épaves, comme je dis, c'est un véhicule... Vitesse maxi à combien? Ça doit rouler, ça doit rouler un bon 70-80 km/h, je pense. Quelqu'un peut aller voir, généralement, je potasse pas les chiffres exacts, mais c'est des véhicules rapides. Si ça roule même pas, peut-être à 100 km/h, hein, sur une bonne route, hein. À voir, hein. C'est vraiment des véhicules qui ont vocation à être extrêmement dynamiques. La tourelle a sauté, le canon est resté. Ouais, lui a pris cher. Lui a pris cher. On voit d'ailleurs, je crois qu'il y a un trou d'entrée juste à gauche de la petite fenêtre. Donc ouais, là vous avez, hop, regardez les versions
Donc vous avez deux versions de reconnaissance. Vous avez le 223, le 223, qui est une version de reconnaissance modifiée. Et après, vous allez avoir une autre vraie version modifiée, qui est le 260, le 260. Donc là, vous avez... On n'est pas là pour entrer dans les détails, mais c'est à peu près le même véhicule, mieux adapté pour le 260. Donc là, vous avez vraiment la version de communication. La version funk, la funk, le pouvoir de la funk, avec les... Donc ça, c'est fait pour causer avec les Stuka. Hein. Oubliez pas que ces mecs-là, éclairs pour les chars, ils peuvent vous repérer des colonnes de tanks ennemis, se planquer et appeler des Stuka, ou alors demander de l'artillerie et guider directement. Tout ça sur les cibles. Ça fait partie de leur prérogative et de leur boulot. Donc pour ça, il faut des outils de communication. Donc ouais, c'est pour ça qu'on a ces 222 équipés de ces très grosses antennes. Là, vous avez des 260, donc qui est un peu plus petit. Le 260 est une modification. Hop là. Vous noterez qu'il y a des jerrycans avec de l'eau, d'autres sans eau, avec la croix blanche. Joli, hein? Donc ça, c'est un 260. Il est un petit peu plus petit que le 222. C'est vraiment une version unique. Je crois qu'ils en ont pas fait beaucoup de 260. Ils en ont fait 300 ou 400, je crois, des 260. Donc c'est encore une autre petite variante, mais qu'on trouve... Regardez, elle est très intéressante cette photo. C'est un autre 260. Et il a la double antenne. Il a une première antenne classique. Et regardez, grâce au bâtiment blanc, il a une autre antenne de dressé qui a l'air de monter vachement haut. Vous voyez? Normalement, l'eau aurait la croix blanche, je crois. Ou c'est l'inverse. Ouais, jamais tu mets de l'essence dans un bidon qui a eu de l'eau ou l'inverse. Donc ouais, là, vous avez un très joli 260. Non mais cette antenne, elle est dépliable, les mecs. Les Alliés et les Russes en ont capturé. J'ai pas eu de... Les Russes ont développé leur propre véhicule, le BA-64, qui est inspiré sans aucun doute du 221. Hop là. Est-ce que les Russes ont capturé des chars français sous pavillon? Je crois pas, Galpin. En tout cas, j'ai jamais vu de photo de Russes avec des équipements français de prise. Mais ils ont dû en détruire ou en récupérer quelques-uns sans aucun doute. Mais ils avaient pas les pièces détachées ni les munitions. Par contre, des épaves sans aucun doute. Et ils ont dû après même les exposer, hein. Ça se capture facile. Hein. Hop là. Et regardez s'il est pas beau ça. La 27e Panzer. Donc là, vous avez des 260. Devant, c'est un 260. On voit le carré. Donc ça, c'est un superbe Abteilung. Un Abteilung théorique, organique. Toute une compagnie de reconnaissance. Avec les motards et tout. Joli, hein? Donc ces véhicules, c'est comme ça qu'ils se déplacent. Ils sont pas seuls, ils se déplacent en groupe, et ils sont là pour aller chercher l'information et communiquer. Là, vous avez une très très belle photo d'un groupement de reconnaissance de division blindée. Propre, hein. Il y a un petit côté Porsche à l'avant. Hein, le 260, il a un petit côté Porsche. Aujourd'hui, ça serait classe un petit véhicule comme ça. Ouais, tous les véhicules avec moi, ils seraient classe. Hein. Regardez-moi celui-là, un 260. Un Panzer Funk Wagon qu'il l'appelle. Il est beau, hein? Avec des canons détruits derrière. Aucune idée de où c'est, il n'y avait aucune légende. Juste marqué... il y avait juste marqué 1940. Donc là, c'est un très très beau 260. Donc c'est encore une des petites variantes assez rares du... Hop là, ils en ont fait de 41 à 43. Voilà, pareil. Wehrmacht R, donc vraiment, vous le reconnaissez, il est plus petit. Et il a il a toujours son énorme antenne sur le machin. Voilà. Pareil, regardez en Union soviétique. Ça, c'est à l'hiver 41. Peut-être même à l'hiver 42, hein. Allez savoir. Joli, hein? Ils ont même camouflé, peint l'antenne. Hey. Très joli petit véhicule. C'est vraiment un indispensable pour les divisions de tanks. Vous pouvez pas faire sans, hein. Il est pensé pour résister aux mines. Quelqu'un peut lui répondre dans le chat? Tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, les véhicules ne sont généralement pas pensés pour résister aux mines, hein. Généralement non, hein. Ça fait boum, hein. C'est de la camelote, hein. Le machin, là, ils lui rajouteront quelques plaques de blindage pour faire plaisir aux équipages, mais
C'est une boîte de conserve, hein. Regardez, pareil, en 1939, sûrement en Pologne. Encore. Donc ça, c'est un 260, hein, on reconnaît avec les antennes et tout. Elle est belle la photo. Hein. Donc vous voyez un peu la porte par où on rentre et on sort sur le côté? Ça s'ouvre comme ça. Très joli. Avec les roues de secours des deux côtés. Là, je trouve cette photo incroyable. Donc ça, on fait un bond en avant. On est en 1944. Et le mec, là, vous le connaissez peut-être pas. Moi, je le connais parce que je connais bien la division. C'est von Schwerin. C'est le général von Schwerin. C'est le patron de la 116e Panzer. C'est le patron de la 116e Panzer, qui est une division qui va faire le coup de feu de Normandie jusqu'à la bataille des Ardennes, quasiment sans discontinuer. Et c'est von Schwerin dans son véhicule de commandement en septembre 44. Et vous voyez qu'il a son opérateur radio avec lui, avec l'antenne radio directement, parce qu'il commande. C'est son Befehl, c'est son véhicule de commandement. Ah bah quand... Il a pas l'air serein, mon général. Ah, il a de quoi, hein, von Schwerin. Voilà. Il aura quelques soucis, von Schwerin, en octobre 44. Il se fera saquer pour avoir un peu trop ouvert sa gueule, entre autres. Il avait pas sa langue dans sa poche, von Schwerin. Mais vous le voyez dans son véhicule de commandement, et il a son 221 modifié de commandement. Il veut pas d'un gros tank, il veut pas d'un Befehl Panzer, il veut un petit véhicule léger, rapide, extrêmement mobile, et il se déplace directement avec doit avoir 5-6 postes radio à l'intérieur. Donc ouais, c'est très intéressant de voir qu'en 44, les véhicules sont encore là, et qu'on les utilise pour ce genre de mission. D'ailleurs, très intéressant, quelqu'un m'a demandé si les soviétiques en avaient réutilisé. J'ai pas trouvé de photos. Par contre, les soviétiques en ont très tôt détruit, capturé et dépioté. Et regardez, est-ce que vous remarquez une forme? Ça, c'est le BA-64 qui va sortir des usines à partir de fin 1941. On retrouve un air de famille avec le 221. Mais n'oubliez pas que tous les véhicules de l'époque, ces petits véhicules de reconnaissance léger, se ressemblent un peu tous. Mais la légende dit que les soviétiques se seraient inspirés d'épaves et de véhicules qu'ils auraient récupérés pendant Barbarossa. Et eux, ils vont en faire 20 000. Les BA-64, là, ça fait cheap. Cheap ne veut pas dire inefficace. Simple, rustique, mobile, rapide, c'est ce que tu demandes à tes véhicules de reconnaissance. Voilà. Ça, ils vont en faire 20 000, hein. Les mecs, hein. Ça, c'est pris à Vienne. C'est pris à Vienne en mai 45, hein. Regardez le petit BA-64. Il est beau, hein. Donc ça, ça serait l'équivalent soviétique. Je vais retourner sur mon ODB. Donc ça, c'était mon ODB de 39. Comme je l'ai dit, en 40, les Allemands vont couper en deux les divisions pour avoir 2 fois plus de divisions en enlevant les moyens. Et donc là, regardez, très, très belle photo aussi. Un Aufklärung, c'est encore un de ces bataillons de reconnaissance. Comment ils se déplacent, hein, tout le temps en groupe, avec quelques motards aussi, peut-être une petite Kugelwagen, voilà. Et on va aller voir, attendez, je vais faire ça. Je vous ai trouvé un petit ODB très sympathique. Regardez, vous allez me détester. Alors, ordre de bataille d'un bataillon, donc d'un bataillon de reconnaissance de Panzer, vers 43-44. Il s'agit de la 9e SS Panzer Division. La 9e SS, je crois que c'est la Hohenstaufen, qui va faire la bataille de Normandie, puis après septembre 44. Et de façon organique, dans son commandement, donc vous avez la première Panzerspe Compagnie. Donc c'est tout ce qui fait, c'est quand vous décomposez son bataillon de reconnaissance, vous allez avoir la première Panzerspe Compagnie, deuxième Panzerspe et 3 compagnies de reconnaissance. Et dans la Panzerspe Compagnie, la première Panzerspe Compagnie, vous avez plein de véhicules très intéressants. Donc vous avez des SDKFZ 231. Alors vous connaissez peut-être le Puma, mais le Puma descend d'un autre véhicule. Il descend... Attendez, je vais reprendre ça, je vais le descendre. Panzerlehr, non, Hohenstaufen. La Panzerlehr n'est pas une unité SS. C'est une unité d'armée régulière. Regardez, ça ce sont des SDKFZ 231. On l'oublie, mais le Puma descend de ce véhicule. Et ça,
c'est un petit véhicule de reconnaissance qui va être utilisé pendant toute la guerre aussi, qui arrive un peu plus tardivement. C'est l'évolution des 222. Et on les a en dotation, de façon organique, dans les unités de reconnaissance. Donc techniquement, ce sont les successeurs des 222, mais il n'y en aura jamais assez. Donc on gardera les 222 avec les 231. Vous avez ceux à 8 roues, mais vous avez aussi ceux à 6 roues. Rigole pas, ce sont des véhicules absolument incroyables. Voilà. Donc là, c'est le 8 roues, le 8 rad. Vous avez aussi le 6 rad. Hop. Regardez, donc ça c'est le 8 roues aussi. Hein. J'ai pas de photo du 6 roues, mais vous avez les 8 roues, les 6 roues. Et regardez-moi ces magnifiques joujoux, on retrouve à peu près la même dotation avec canon de 20, le même design canon de 20 MG. Et c'est l'évolution technologique du 2D1. Ce sont de superbes petits, ils font assez modernes, mais ils sont modernes. Là, ces véhicules-là, ce qui donnera naissance au Puma, le design est encore utilisé aujourd'hui. Ce sont des véhicules incroyables en termes de vision et de mobilité, à contrario du 221 qui ferait un petit peu vieillot en termes de doctrine. Ce sont des véhicules extrêmement modernes. Donc dans notre ODB, on retrouve ces véhicules, ces 231 rad, et regardez dessous, on a des 222. Donc on a plus de 221, on a des 222 avec le canon de 20 mm, on a un petit paquet de 222. On a dessous des SDKFZ 250, qui sont encore un autre véhicule. Comme je vous dis, le 222 est un peu obsolète à ce moment-là, mais on le garde parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc le 259, regardez, donc vous connaissez le SDKFZ 250, j'ai fait un Wartanks dessus, là. Bah là, vous avez le 259, qui est en fait la version de reconnaissance mobile motorisée du 250. Donc dans les divisions de Panzer, dans les abteilungen de reconnaissance en 43-44, vous avez aussi tous ces véhicules qui bossent ensemble parce que les Allemands n'ont pas produit assez d'un seul modèle. Et voilà. Là, vous avez, j'ai quelques très jolies photos des 259. Et vous retrouvez systématiquement le même armement. Canon de 20 mm, MG, et toujours les petites grilles et tout ça. Ils ont appris énormément avec les 222. Les 222 étaient très... Le canon de 20 et la MG étaient parfaits en termes de puissance de feu, et ils ont standardisé ça sur tous les véhicules qui ont suivi, mais avec des designs différents au niveau du train, avec 8 roues, 6 roues, roues chenilles. Les Allemands ont évolué dans leur façon de faire, mais ils ont gardé le standard excellent du 222 en termes de puissance de feu, ce qui manquait au 221. Voilà. Et je ne peux pas ne pas parler. Quelqu'un me... Ouais, attendez, on va aller voir. Hop. Donc ouais, voilà ce qu'on a dans notre bataillon. On a des SDKFZ 251. Donc dans notre bataillon de reconnaissance de Panzer, en 43-44, on a des SDKFZ 251. C'est eux qui font la reconnaissance. 250, 251, 7, voilà. Mais on a encore une poignée en 43-44 de 222. Même si ils ont des meilleurs successeurs. Voilà. Pourquoi il a des grilles et pas un toit? Un toit serait lourd. Lourd et pas pratique, ça ferait comme une tourelle. Les grilles sont... C'est juste pour empêcher que les grenades tombent à l'intérieur. Tout simplement. Tu le mets un peu de pied là et la grenade elle ricoche. Voilà. Ouais, c'est pour faire des merguez devant le Reichstag, absolument. Pratique, c'est pour le barbecue. Hein? Léo, 53 mois, merci mec. Donc ouais, c'est ce véhicule-là, c'est avec ce véhicule que les Allemands vont apprendre un peu comment fonctionne un véhicule de reconnaissance. Et après, ils développeront des meilleurs véhicules. Le 222 est une meilleure upgrade. Ils vont aussi faire toutes les variantes de radio, le 260, le 260. Et après ça, on aura des meilleurs véhicules qui arriveront, comme le 259 et aussi toute la série des Puma. Les 231 jusqu'au Puma 234, qui est un véhicule assez fou. Et il faut que je parle, quelqu'un me disait, ça ressemble un peu au Pandar quand même, le Pandar 178. Mais oui, mais vous vous rappelez que les Allemands ont capturé énormément de Pandar. Regardez, hein, le Panzerspähwagen, c'est le même nom que le 221. Panzerspähwagen Funk pour communication Pandar 178 P204. C'est exactement le même véhicule, sauf que le véhicule français est, je pense, meilleur en termes de puissance de feu. Je pense qu'après, avec la version 222, je pense que peut-être que la version 222 est meilleure, mais c'est un véhicule
avec base des radios. Non. C'est là où les Allemands sont meilleurs dans l'emploi doctrinal de ces véhicules, c'est que les Allemands utilisaient systématiquement des radios, tous les Pandards n'avaient pas de radio, malheureusement. Mais les Allemands, ça là, c'est les versions capturées des Allemands. C'est les Beute Pandar, c'est les Panzerspee-Wagen Pandar 178F. Voilà. Et les Allemands vont les utiliser jusqu'à très tard dans la guerre. Les Allemands ont désespérément besoin de tout ce qu'ils trouvent. Ils vont vider l'Europe de ce type d'équipement. Et bah, le véhicule français que vous avez là, le Pandar 178, fait exactement la même chose que le 222. C'est le même véhicule, issu de la même pensée, d'aller faire de la reconnaissance dans la profondeur, éventuellement de faire le coup de feu, donc d'avoir un peu de punch. Les Allemands vont vite comprendre qu'il faut mettre un canon de 20. Les Français, ça c'est le 25 mm ça. Le chat, dites-moi si j'ai des bêtises, mais c'est le 25 mm anti-char qu'il y a sur le Pandar. Ouais, c'est ça, c'est le 25 mm. Armement incroyable. Armement parfait, vous lui mettez des soldats allemands avec une radio allemande, et vous avez un superbe véhicule de reconnaissance supérieur au 221 en début de guerre, sans aucun doute. Et bah, quand j'avais parlé de ce véhicule, j'avais pas parlé du 221 parce qu'il n'y avait pas besoin, mais là je peux revenir sur le... Regardez ça, pris en Union soviétique, avec toujours les radios et tout ça. Et voilà. Pourquoi pas abandonner le 221 et faire du Pandar à la place? Bah, t'as déjà des chaînes de montage de lancer. Pourquoi tu vas casser des chaînes de montage qui sont lancées? Tu sais, c'est pas d'un claquement de doigts, annuler et relancer des chaînes. T'as déjà des chaînes de montage lancées depuis... en 40, depuis 3 ans. Voire 4 ans. Ah bah, elles tournent, hein. Et elles s'arrêtent plus, hein. Et ils les arrêteront qu'en 44, les chaînes de montage, hein. Donc, très très beau véhicule. Voilà. D'ailleurs, vous noterez le cercueil. Là, ils se servent du Pandar comme corbillard. Regardez. Ça, c'est un cercueil sûrement à tuer en Russie. Et voilà. Hein. Très très joli véhicule. Donc, qui avait le même rôle. Ces véhicules-là se retrouvaient dans les divisions blindées allemandes. Et comme il n'y avait pas assez de 221 ou de 222, bah, on utilisait les véhicules français. Pareil. Osez me dire qu'on ne voit pas les points communs entre... voilà, c'est des véhicules très similaires en termes de design. C'est des petits véhicules légers avec des grosses roues, très mobiles. Je les aime beaucoup, moi. Regardez la photo. Qu'est-ce que vous notez sur la photo? Qui a copié? Bonne question. Moi, je pense que personne n'a copié. Tout le monde a utilisé au même moment les mêmes choses. La Chine a reçu des 222, 221, 222, plus d'une quinzaine, et ils les ont utilisés jusqu'en 1944, 45, les rumeurs disent. Mais ce sont les 222 chinois. Voilà, ils les ont utilisés contre les Japonais. Écoutez, contre les Japonais, pourquoi pas, hein? Avec des Panzer 1 et Panzer 2. C'est une voiture blindée, au final, c'est pas révolutionnaire. Absolument pas. Ce qui est révolutionnaire, c'est plus le côté coopération interarmes, radio, d'avoir un véhicule qui te permet de communiquer avec tout autour. La batterie d'artillerie, l'aviation. C'est ça qui est plutôt révolutionnaire que le véhicule en lui-même. Voilà. Mais le véhicule va être modifié pour ça, en fait. Donc ouais, les Chinois vont aussi en avoir quelques-uns. Les pneus sont pas les mêmes. Écoute, ils ont sûrement dû custom modifier, Pékin Drift, tu vois, et puis ils ont peut-être modifié le machin. Mais en tout cas, ils vont les garder très longtemps, leurs les Chinois. J'ai trouvé que cette photo. C'est tout. Il doit y en avoir d'autres, mais je les ai pas trouvés. Voilà. Donc ouais, un véhicule important. C'est un véhicule très important, le 222. Et il faut le connaître. Parce que c'est vrai que généralement, quand on pense à la guerre de mouvement à l'allemande, la Blitzkrieg, on s'imagine les tanks. Et il faut pas oublier qu'il y avait énormément de véhicules de soutien logistique derrière ça, dont la reconnaissance. La reconnaissance était indispensable pour aller chercher l'information, faire remonter l'information le plus rapidement possible, coordonner les efforts des armes pour neutraliser des menaces, reconnaître les menaces, puis les neutraliser. C'est eux qui faisaient aussi le gros du travail dans ce domaine. Donc le 222, ça va être un véhicule qui va rester en service jusqu'à la fin de la guerre et qui sera très apprécié malgré ses faiblesses. Il était difficile à produire, il était compliqué à produire et
C'est pour ça d'ailleurs que les Allemands partiront sur d'autres types d'autres véhicules après. Hein. Et il manquait de blindage, il manquait de puissance de feu, même si ce sera corrigé avec le 2-2-2. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Comme d'habitude, si j'ai oublié quelque chose, vous me le dites dans les commentaires. Hein, voilà. Tout à l'heure, quelle heure il est? D'ici 20 minutes, je relance le live. Et on va tester un petit jeu multi sur navigateur de Sergent Ours Gris. Hop. Attendez, je vous mets le lien pour ceux qui veulent jouer. Donc c'est gratuit, c'est sur Browser. C'est un petit jeu de stratégie multijoueur où on commande 2 armées. Et puis, si vous voulez être mes soldats, je vais vous commander la schlag à la main. Voilà. C'est pas un lien de puzzle, hein, je l'ai testé. Je vais t'éclater. Tu vas obéir à mes ordres, surtout si t'es sous mon commandement. Je vous mets le lien. C'est ça. C'est Follow the Banners. C'est un petit jeu, le mec est de la commu, hein. Un dev, soyez sympa. Il a besoin de retour pour son petit jeu, c'est en dev. Mais ça fonctionne. On va voir si ça fonctionne. Et vous avez un général face à un autre général et il commande des joueurs humains. Et je vais vous donner les ordres d'aller attaquer la colline. Donc vous saurez pas trop ce qui se passe, mais il faudra aller attaquer la colline. T'entends? T'iras attaquer la colline. Caris, si je donne l'ordre d'attaquer la colline, tu vas prendre la colline. Pas de mutinerie. T'obéis au doigt et à l'œil. Et tu meurs sur la colline. Dictateur, mais attends, mais c'est la guerre, tu crois quoi? Tu crois que c'est la démocratie? Que c'est on fait un vote? Tu te crois en Espagne en 38 là, avec les anarchistes? Où on élit les officiers? Tu vas m'obéir. Incroyable. Bon, ouais, je crois que vous pouvez même jouer sans vous inscrire, juste en étant invité. Voilà. Et je relance dans 10-15 minutes. Et ceux qui ont des questions, on essaiera d'y répondre et on essaiera d'avoir... Si on est une petite quinzaine ou vingtaine pour faire une bataille, ça serait cool. Voilà. Bon, je m'arrête là. À tout à l'heure peut-être. Et sinon, demain, Panzer Corps... Il y a le scénario de Narvik. Panzer Corps, scénario de Narvik, ça va chier. Et Factorio, il y aura un fille qui sera là en soirée pour continuer notre petit run sur Factorio. Sûrement une minute géopolitique jeudi, mais je sais pas encore sur quoi. Peut-être les quotas de pêche en Baltique. Hein, c'est le sujet le plus important d'actualité en ce moment. Voilà. Bon, je m'arrête là. Et sinon, peut-être à tout à l'heure et passez une bonne soirée.